On va prendre, comme promis, maintenant la direction du Moyen-Orient, où, vous le savez, Israël poursuit ses frappes au Liban en ce moment. Tous nos envoyés spéciaux à LCI sont mobilisés un peu partout dans la région, sur le terrain. On va tous les retrouver, évidemment, autour de la table. Toujours avec nous, le colonel Père de Young, Grégory Phillips également. Et nous a rejoint Meï Malouf. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue et spécialiste du Moyen-Orient. On va rejoindre à nouveau Hélène Bonnet, notre envoyée spéciale à Beyrouth. Hélène, vous le disiez tout à l'heure dans le journal de Magali, les Israéliens poursuivent la traque du Hezbollah. Où en est-on précisément aujourd'hui ? Eh bien oui, alors il y a ces combats qui continuent bien sûr au sud du Liban, accompagnés aussi de toute une campagne de frappe. Alors sur des localités évidemment au sud du pays. D'ailleurs Israël a demandé aux habitants de 25 localités du sud d'évacuer. Et puis ces frappes toujours aussi sur Beyrouth et les alentours. L'armée israélienne vient de faire savoir qu'elle avait frappé le quartier général du renseignement qui se trouverait à une quinzaine de kilomètres au sud de la capitale. Les informations qui sont données par l'agence de presse américaine AP, au contraire, citent des sources du Hezbollah qui disent que les Israéliens ont plutôt ciblé le bureau de presse du parti et que le personnel qui se trouvait sur place allait bien. Personne n'avait été blessé. Voilà deux informations qui ne se recoupent pas tout à fait. Voilà deux versions. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les frappes ici à Beyrouth sont quotidiennes. Vous l'avez vu derrière moi, cet immeuble, par exemple, il a été frappé hier soir. C'est un organisme de secourisme qui est affilié au Hezbollah qui a été ciblé, sans qu'on sache vraiment quel était l'objectif des Israéliens dans cette frappe, puisque cette organisation dit être une organisation civile sans volonté, sans velléité militaire. Merci beaucoup Hélène Bonnet en direct de Beyrouth. Merci également à Gabriel Orillon qui vous accompagne, et évidemment dès que vous avez du nouveau, n'hésitez pas à revenir sur l'antenne d'LCI. Grégory Phillips, on a entendu cette information. Alors il y a deux versions, c'est ce que nous disait Hélène, mais Israël annonce avoir frappé le QG du Hezbollah. Le Hezbollah dit non, c'était un bureau de presse et il n'y a pas de blessés. Oui, on va attendre encore sans doute quelques minutes ou quelques heures pour savoir exactement ce qu'abritait cet immeuble. En tout cas, il y a une certitude, c'est que Israël poursuit sa campagne et vise clairement les installations, les commandants, les lieux symboliques ou non du Hezbollah, les dépôts d'armes, les dépôts de munitions, et ça dans à peu près tout le pays. C'est-à-dire qu'il y a ces incursions terrestres en ce moment au sud Liban, au sud du Litanie, avec des combats apparemment très violents dans les premiers villages qui sont tout proches de la frontière. Il y a des frappes dans la banlieue sud de Beyrouth, comme on en a vu plusieurs. Il y a une frappe la nuit dernière dans le centre de Beyrouth, cette fois dans un autre quartier. Et puis vous avez aussi des bombardements dans la plaine de la Beka. Donc c'est quand même une campagne de frappe et de bombardement extrêmement large, extrêmement intensive, pour à chaque fois aller viser des objectifs extrêmement précis. Là, on verra quel était l'objectif derrière cet immeuble, mais c'est un immeuble qui est frappé par un missile. Mais Malouf, est-ce que le gouvernement israélien est en train réellement d'affaiblir durablement le Hezbollah ? Alors, il est en train de l'affaiblir, oui. Il l'a déjà affaibli très clairement sur le plan militaire, même si les informations des deux côtés, que ce soit des médias israéliens et des médias libanais, sont des informations contradictoires. Pour l'instant, donc, on ne sait pas où ça en est exactement. Le gouvernement israélien dit, par exemple, qu'il a pu en fait neutraliser près de la moitié des armes, etc. Mais ça reste quand même à vérifier. Est-ce qu'il l'a neutralisé ? Non. Parce que le Hezbollah continue quand même à lancer ses missiles sur le territoire israélien. Et le fait de frapper les moyens de communication, c'est une façon nouvelle utilisée par Israël cette fois-ci. Parce qu'habituellement, en 2006, par exemple, Israël commençait à frapper les ponts pour ensuite traverser les frontières, enfin la frontière sud, et puis aller sur le terrain. Là, cette fois-ci, il a commencé d'une manière tout à fait différente, parce qu'il a commencé par les moyens de communication,
parce que la guerre a commencé à distance, en tout cas pour le Hezbollah, puis ensuite, il essaye, en ce moment même d'ailleurs, de mener ses batailles dans le sud, ce qui ne va pas être gagné non plus, parce qu'Israël a une très mauvaise expérience. La guerre de 2006 nous le dit, et puis l'occupation israélienne en 78-82 jusqu'à 2000 n'était pas bénéfique ni pour Israël ni pour le Liban. Le Hezbollah a les moyens de tenir ces frappes, ces bombardements israéliens? Alors, il a les moyens à distance, en tout cas c'est ce qu'il dit. Maintenant, ça reste, il faut le vérifier. Hassan Nasrallah disait que nous avons le moyen de tenir, d'aller jusqu'au bout. Il disait beaucoup de choses. Et finalement, les cadres du Hezbollah ont été neutralisés très très vite, en une dizaine de jours. Ceci dit, il a les moyens de combattre dans le sud, oui. Et c'est pour ça, je pense qu'Israël essaie de mener les combats d'une manière assez prudente, parce que le Hezbollah maîtrise parfaitement les batailles type guérilla, et il est plus faible côté bataille en tant qu'armée régulière, en effet. Père de Jong, il y a une intensification là, dans les combats, dans les frappes israéliennes en tout cas. Je ne crois pas. En fait, le problème, c'est qu'il y a 3 niveaux. La première phase, c'était une phase de décapitation. Et là, il continue simplement de traiter la question du commandement et les moyens de communication, etc. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est la phase destruction. Ça, c'était la semaine dernière, où ils ont détruit systématiquement les dépôts, les stocks, etc. Et maintenant, on a la dernière partie, qui est la partie dislocation. Donc, cette partie est fondamentale. Un exemple concret. Vous vous rendez compte de la différence? C'est la même armée, hein, quasiment à 2 mois de différence. La différence qu'entre Gaza et ce qu'ils font actuellement au Liban. Ça n'a rien à voir. Les techniques sont complètement différentes. Vous vous rendez compte qu'ils arrivent à envoyer un missile dans la fenêtre et le missile n'a pas fait péter l'immeuble. Oui. Il y a quelques explosifs. Les gars sont morts ou blessés, que sais-je, etc. On voit la précision. Donc on n'est pas du tout sur le carpet bombing qu'on a eu à Gaza. On est sur un modèle totalement différent, extrêmement chirurgical. Alors le mot, faut toujours l'utiliser avec précaution, bien évidemment. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais on voit que la précision... Pour dire que c'est assez précis. Voilà, on voit que c'est très précis. Donc cette action dans la profondeur, elle a commencé il y a à peu près 15 jours, elle continue tranquillement. Maintenant, le grand changement, c'est l'irruption de l'infanterie et de l'armée de terre de Tsahal au sol, qui là change le modèle. C'est dans ce sens-là que je parlais d'intensification. Oui, alors bien évidemment, Madame a parfaitement raison. Autant dans la partie technologique, le Hezbollah n'est pas de niveau, ça c'est clair. Autant dans la partie conventionnelle, on est sur une phase d'équilibrage, et là, très concrètement, les Israéliens vont peut-être avoir du mal pour être autant à l'aise sur le terrain qu'ils le sont à l'aise avec les missiles. Et d'ailleurs, dans les incursions terrestres de ces derniers jours, Israël, Tsahal a annoncé la mort de 8 de ses soldats tout au début des fêtes de Rosh Hashanah, et j'ai des contacts en Israël qui me disent que c'est un choc terrible d'avoir perdu ces 8 soldats en territoire libanais dans cette guérilla, parce que c'est bien comme ça qu'il faut l'appeler, et effectivement, pour les Israéliens en tout cas, ça rappelle les très mauvais souvenirs de 2006, cette guerre de 33-34 jours, où ils avaient perdu de nombreux hommes. On a plus de précisions sur ce QG du Hezbollah qui aurait été visé selon l'armée israélienne, même si le Hezbollah dit que ce n'est pas le cas. Ils auraient frappé des moyens de collecte, des agents unités, le QG finalement. Ils poursuivent dans ces informations. En tout cas, selon les informations israéliennes, c'était bien le quartier général du renseignement qui a été visé. Et c'est en quelque sorte l'organisme central du Hezbollah qui est chargé de construire l'image du renseignement sur Tsahal et sur Israël. Donc c'est bien une unité de renseignement, en tout cas d'après l'état-major israélien. Ça pourrait être un coup très lourd porté au Hezbollah, ça ? Oui, en effet, déjà le coup lourd a déjà été porté, je pense, sur le plan militaire. Maintenant, reste à savoir comment ça va être récolté sur le plan politique à l'intérieur. Le gouvernement a déclaré depuis le début de la semaine que l'armée libanaise n'interviendra pas et que, en fait, il est prêt à signer et à faire le cessez-le-feu. Mais cela dit, il faut savoir que le Hezbollah a beaucoup perdu ces dernières années en légitimité au sein de la société libanaise, et ça c'est très très important, parce que c'est important aussi parce que, à mon avis, il faut commencer à penser la reconstruction et au futur du Liban dès maintenant. Il ne faut pas attendre la fin de la guerre, et il était déjà affaibli sur le plan social, et le fait que son flanc militaire est encore plus affaibli aujourd'hui, ça va l'affaiblir certainement sur le plan sociopolitique. Alors on rappelle qu'1 million de personnes, c'est à peu près 1/6 de la population libanaise, ont déjà pris la route pour fuir ces frappes. Parmi ces personnes, 100 000 ont pris la direction d'un autre pays en guerre, la Syrie. Arthur Saradin, notre correspondant, se trouve à la frontière entre les deux pays.
Et en effet, ici, je me trouve à Masnaa. Nous sommes à la frontière avec la Syrie. Et comme vous le voyez derrière moi, eh bien, il y a des dizaines de personnes qui quittent par la bordure frontalière illégalement. Un peu plus en bas de cette montagne, il y a une route, la route avec un checkpoint de l'armée libanaise qui permet de se rendre vers la Syrie. On parle déjà de plusieurs dizaines de milliers de Syriens réfugiés de Libanais qui seraient revenus de l'autre côté de la frontière pour fuir la guerre au Liban. Mais derrière moi, c'est bien la route illégale que ces Syriens empruntent. Ils ont plusieurs craintes, celle de se faire arrêter à l'arrivée du côté de la zone régime de Bachar el-Assad en Syrie. Alors les risques sont grands, certains n'ont pas fait leur service militaire, d'autres sont peut-être recherchés pour avoir participé au mouvement de la révolution syrienne il y a plus d'une dizaine d'années. Et on peut voir encore aujourd'hui ces dizaines de personnes qui traversent cette montagne à pied. Ils en ont pour quelques kilomètres et certaines personnes passent avec justement ces passeurs qui leur promettent des bus et des taxis pour ensuite être ramenés dans leur village en Syrie. Évidemment, pour eux, les risques sont très grands, mais ils racontent aussi la difficulté pour ces populations réfugiées à subir cette guerre. Nous sommes ici à l'est du pays, dans la plaine de la Beka, où évidemment les conflits avec Israël ne s'arrêtent pas, les bombardements sont quotidiens et parfois pour sauver leur vie, ces populations syriennes décident de prendre la route. Certaines nous racontent avoir eu leur maison détruite, endommagée. Et malgré les risques, ils décident de se rendre dans une zone où peut-être d'autres dangers les attendent. Et nous les voyons encore ici traverser cette route. Vu de France, Grégory Philippe, c'est vrai que ça peut sembler très étrange de voir les Libanais fuir vers la Syrie comme une sorte de renversement de situation. Non mais ces images sont incroyables et félicitations à Arthur Saradin qui s'est rendu sur place et qui a réussi à témoigner de ce qui se passe, notre correspondant à Beyrouth. Ces images sont incroyables parce que, alors il y a des Libanais, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de Syriens qui rentrent dans leur pays d'origine. Vous savez, le Liban... C'est ceux qui avaient fui en 2011 et qui seraient en train de rentrer maintenant. C'est pour ça que je dis que ces images sont incroyables, parce que c'est des gens qui font le chemin retour pour fuir la guerre au Liban. Je crois que le pays du Cèdre abrite quelques 2 millions de réfugiés syriens. Quand vous allez à Beyrouth... Oui, ceux qui ont été enregistrés, en effet. Quand vous allez à Beyrouth, vous les voyez dans la rue, des familles qui parfois n'ont rien et sont là, des réfugiés qui attendent d'être pris en charge, etc. Enfin, c'est vraiment visible à l'œil nu, et ceux depuis pas mal d'années dans les rues de Beyrouth et des principales villes du pays. Et là, ces gens-là, effrayés par la guerre, et notamment dans cette plaine de la Beka, préfèrent rentrer en Syrie. C'est vraiment un aller-retour absolument dramatique pour ces populations civiles. Oui, en effet, les frontières entre la Syrie et le Liban sont des frontières très poreuses. Avec Israël aussi, bien sûr, ça, on le sait, mais avec la Syrie aussi. La preuve, c'est la fameuse toute petite partie des fermes de Sheba qui était problématique depuis plusieurs années. Et on ne sait pas trop cette partie, si elle appartient au Liban, si elle appartient à la Syrie, ou si elle appartient à Israël. Donc c'est vraiment problématique. Ça rappelle des souvenirs, en effet, des souvenirs de guerre. La guerre de 75, de 90 aussi. Bon, c'était aussi des Libanais qui fuyaient. Mais là, en effet, il y a des Libanais, mais surtout des Syriens, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire des Syriens qui ont fui la guerre en Syrie, puis qui sont venus s'installer au Liban. Aujourd'hui, on parle de 200 000 qui ont pu, en fait, traverser la frontière syrienne. Mais une partie de ces Syriens ne veut pas partir. En effet, selon les enquêtes sur place et selon mes informations, il y a une bonne partie, malgré la guerre actuelle au Liban, ils disent on va rester au Liban, ça sera encore meilleur que de rentrer en Syrie. D'autant qu'on sait que ce passage en Syrie est compliqué pour eux parce qu'on leur demande de l'argent aussi, ils sont lourdement taxés par les taxeurs, etc. Bon. On va parler maintenant de la circulation des armes dans la région avec cette information qui nous vient du journal The Times of Israël, un passage civil entre le Liban et la Syrie pour faire passer des armes venues d'Iran. Colonel Perdéon. Alors, c'est parfaitement possible, parce que quand on voit une carte, c'est ce que vous venez de montrer à l'instant, on pourrait même zoomer. Ce serait là, le poste frontière, c'est celui de Masnaa. Masnaa, oui. En fait, on pourrait zoomer encore plus loin, c'est en fait, il y a une espèce de relation géographique entre l'Iran, 2, évidemment, la Syrie, et 3, l'Irak. Et ces 3 pays sont en point de contact avec Israël. C'est ça le problème fondamental. Au sud de la Jordanie, le problème est complètement différent, parce que c'est une zone qui n'est pas du tout marquée par les Iraniens. Par contre, les Iraniens sont très présents, enfin, l'Iran en tant que tel, par un Hezbollah, les brigades d'hommes, etc. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails, sont des chiites. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a une espèce de monde chiite entre l'Iran et cette partie du Proche-Orient, donc Iran et Irak et puis et Syrie, qui fait qu'il y a une connexion.
connexion, donc les armes vont circuler. Dans le titre précédent, vous marquez le Hezbollah est en train de fuir, etc. Évidemment, il y a d'anciens Syriens qui sont partis, mais probablement une partie des gens du Hezbollah, matraqués par Israël, ont besoin de s'exfiltrer pour avoir une base arrière, pour avoir un endroit pour se réfugier avec les familles, etc. Donc vous avez, une consanguinité, une proximité géographique qui existe structurellement entre cette partie du Moyen-Orient, du Liban, évidemment, et l'Irak, la Syrie, et évidemment l'Iran derrière. Donc, ça veut dire que à moyen terme, c'est des perspectives qui ne sont pas très intéressantes pour Israël. C'est qu'en fait, cette connexion fait que le problème ne va pas se résoudre uniquement par la destruction potentielle d'un Hezbollah au Liban. Ça peut aller plus loin que ça. Vous êtes d'accord avec ça? Ça peut aller plus loin? Les tunnels entre le Liban et la Syrie restent à prouver, je pense, parce que pour l'instant on a des informations, encore une fois, contradictoires, mais moi j'attends la preuve, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de propositions qui ont été avancées, etc. On sait qu'il y a un trafic d'armes entre les deux pays. Est-ce qu'il est souterrain uniquement, ou est-ce qu'il y a aussi une partie qui arrive par des camions ou autres? Bon, reste à préciser tout ça, parce qu'on a dit la même chose aussi, et il y a quelques jours, le gouvernement israélien a montré une photosynthèse en disant qu'il y a des tunnels entre le sud libanais et Israël. Reste à prouver aussi. Donc, on sait que le Hezbollah a construit pas mal de tunnels et des bunkers dans le sud, et c'est comme ça qu'il a fait ses guerres en 2006. Et ces bunkers et ces tunnels, on pouvait les visiter. N'importe quel journaliste, mais après 2006, évidemment, moi-même, je suis allée les voir. Ils ont fait le Hezbollah a fait une sorte de tourisme militaire, et ils ont ouvert la porte à tous ceux qui veulent venir voir comment ça fonctionne. On sait qu'il y en a, on sait qu'il y a des tunnels, etc., mais on sait pas. On n'a pas vraiment une idée précise de l'ampleur de tout ça. Et c'est pas sûr non plus que ces tunnels ont pu arriver jusqu'au nord d'Israël. Un mot pour conclure, Grégory. L'armée israélienne a communiqué là-dessus aujourd'hui en amenant quelques journalistes dans ces tunnels pour prouver qu'il y avait bien des tunnels souterrains entre le sud Liban et Israël. C'est une des nouveautés de la journée. C'est ces quelques journalistes qui ont été emmenés dans ces tunnels, comme vous le dites, pour faire du tourisme militaire, mais aussi pour l'état-major de l'État hébreu, prouver qu'effectivement il y avait des réseaux souterrains en dessous de la frontière. Merci beaucoup à tous les trois.